Bienvenue à cette conférence de presse qui portera sur la certification de résidence privée pour aînés. Le ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des aînés, le Dr Richard Imbert, prendra la parole. Malheureusement, pour des raisons exceptionnelles, Mme Agnès Martel ne peut être présente aujourd'hui. Par la suite, il y aura une période de questions à l'intention des journalistes. Je vous demande donc de réserver vos questions pour la fin. Donc, sans plus tarder, je cède la parole au Dr Imbert. Bonjour, mesdames et messieurs. Je voudrais saluer Mme Lorraine Chartier, qui représente M. Quintin de la conférence des tables de concertation régionale des aînés. Bienvenue, madame. Et je voudrais saluer Mme Judith Gagnon, que j'ai rencontrée d'ailleurs hier avec toute l'équipe de la table de concertation des aînés de la capitale nationale et qui représente la QDR aussi, l'Association québécoise des retraités. Alors, c'est une bonne nouvelle que j'ai annoncée ce matin. Je suis très, très heureux d'annoncer qu'à partir du 13 mars prochain, le règlement sur les conditions d'obtention d'un certificat de conformité et les normes d'exploitation d'une résidence privée pour aînés sera en vigueur. C'est une bonne nouvelle pour le bien-être et surtout la sécurité de nos aînés. Comme vous le savez, il y a à peu près 2100 résidences privées pour aînés partout au Québec où habitent 113 000 personnes aînées. Ce sont donc des partenaires incontournables, surtout dans la perspective de l'implantation de l'assurance autonomie et de l'accent qu'on veut mettre sur les soins à domicile et que les aînés reçoivent sur place les soins dont ils ont besoin. Alors ceux et celles qui ont choisi de vivre en résidence privée devraient bénéficier de cette assurance autonomie pour que les services qu'ils reçoivent soient financés par l'État. Mais aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est un règlement qui vient cadrer la sécurité dans les résidences privées. Vous savez que les résidences privées pour aînés, en fait, vendent de la sécurité aux personnes aînées. Alors, il est important qu'on puisse bien encadrer cette sécurité-là. Et ce règlement résulte de toute une période de consultation. Comme vous le savez, c'est un règlement qui a fait l'objet d'une publication, d'une pré-publication à la Gazette officielle. Alors, il y a eu des consultations avec les acteurs clés du milieu. Et l'objectif que nous poursuivons, c'est vraiment d'assurer le bien-être et la sécurité des aînés. Ce règlement-là vient clarifier un certain nombre de choses, donc des responsabilités des différents intervenants et des différents partenaires, et également un certain nombre de critères de protection envers nos aînés. La sécurité des aînés, ce n'est pas juste l'affaire de ce règlement-là, je voudrais le rappeler avant d'aller dans le détail du règlement, c'est aussi l'affaire des aînés eux-mêmes, c'est l'affaire des proches et des différents personnels et professionnels qui œuvrent auprès des aînés. Mais il faut être en mesure d'établir des standards minimums de bien-être, de sécurité pour nos résidences pour aînés, et c'est ce que fait le règlement que nous annonçons aujourd'hui. Alors, ce règlement-là va définir deux catégories d'établissements ou de résidences pour personnes aînées, celles qui reçoivent des personnes autonomes, donc qui prodiguent seulement des services d'hôtellerie ou domestique, et celles qui reçoivent des résidences semi-autonomes, donc où il y a des soins infirmiers ou des soins d'assistance à la personne qui sont prodigués. Alors, selon la catégorie et la taille des établissements, il y aura des standards pour les services offerts, pour les obligations et les droits des résidents. Alors, c'est important de vous préciser qu'il y a des mesures transitoires pour que les établissements puissent se conformer à ces différents standards, surtout pour les petits établissements où on a donné un certain délai pour qu'ils puissent mettre en application, par exemple, la surveillance et également le système d'appel. Alors, ce règlement, qu'est-ce qu'il contient? Il contient d'abord des dispositions concernant le bail, qui est obligatoire, qui doit être signé, en plus de l'annexe au bail qui définit les services et également les coûts des services additionnels qui sont fournis, pour éviter donc qu'il y ait des surprises, des surfacturations et que les services puissent fluctuer au cours de la période du bail. Alors, ce bail-là d'ailleurs, il y aura un nouveau bail sur lequel est en train de travailler la Régie du logement. Il y a une première version qui est déposée au ministre cette semaine et qui va faire l'objet d'une publication dans la Gazette officielle au cours des prochaines semaines. Mais nonobstant ça, il y a une obligation qu'il y ait un bail et que ce bail-là soit versé au dossier du résident ou de la résidente. Il y a des normes en termes de santé et sécurité. Alors, il faut respecter un certain seuil minimal de personnes sur place le jour, le soir et la nuit, en fonction de la catégorie de personnes accueillies et de la taille de la résidence.
Il faut que les résidences se dotent d'un système d'appel avec quelqu'un au bout, évidemment, pour répondre à des appels en cas d'urgence. Il faut que l'établissement tienne un registre des incidents et des accidents, un registre qui est transparent également, auquel peut avoir accès la famille de la personne. Il faut qu'on vérifie de façon obligatoire les antécédents judiciaires du personnel et également du personnel des sous-contractants à la résidence. Au niveau de l'encadrement clinique et de la qualité de vie, il faut que ces résidences-là concluent des ententes avec les centres de santé et les services sociaux pour établir les modalités de prestation de services dans la résidence. Il faut également que chez les semi-autonomes, qu'il y ait une évaluation de l'autonomie qui utilise le même outil qui est utilisé dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et en termes de qualité de vie, il faut que la résidence soit en mesure d'afficher des menus, que ces menus soient conformes au guide alimentaire canadien et que les résidents puissent bénéficier d'activités adaptées selon les profils de clientèle. Quatrième élément, au niveau de la formation du personnel, alors il y a une formation obligatoire de tous les préposés sur la réanimation cardio-respiratoire, le secourisme et le déplacement sécuritaire des personnes, donc un 30 heures de formation. En plus, il faut que le personnel, que les préposés acquièrent des compétences spécifiques selon la catégorie de résidence. Alors, pour les résidences accueillant des personnes autonomes, ce sera une formation supplémentaire de 36 heures. Et pour les résidences accueillant des personnes semi-autonomes, c'est une formation qui va être de 180 heures. Évidemment, il y aura toute une reconnaissance d'acquis qui va être mise en place. Et ma collègue Agnès Maltais, qui devait être ici aujourd'hui, mais qui a dû se déplacer en voiture au lieu d'utiliser l'avion pour se rendre à Ottawa. Vous savez que les conditions climatiques dans la région d'Ottawa sont difficiles aujourd'hui. Alors, elle a dû quitter plus tôt, mais elle me prie de vous faire part que son ministère va injecter 6,5 millions sur 3 ans dans le cadre de sa stratégie Tous pour l'emploi, pour spécifiquement la formation des préposés dans les résidences privées. Et le ministère de la Santé et des Services sociaux va injecter également 9,3 millions de dollars sur 3 ans pour soutenir cette formation, ce qui veut dire une enveloppe de 15,3 millions sur 3 ans qui va être dévolue pour aider les résidences privées à former le personnel dans le cadre de ce règlement. C'est un règlement qui accorde des pouvoirs accrus aux agences de santé et de services sociaux dans leur rôle de non seulement s'assurer que ces normes sont respectées, mais également accompagner les exploitants dans leur démarche de certification. Ce règlement donc entrera en vigueur le 13 mars. Il y a des mesures transitoires qui vont être mises en place de façon progressive pour surtout les petites résidences, de façon à ce que à la fois les systèmes d'appel, le nombre de personnes et la formation des préposés puissent s'étaler sur une plus longue période de temps pour permettre à ces petites résidences, qui sont souvent des organismes sans but lucratif, d'être capables de se conformer au cadre réglementaire. Le gouvernement déploie des efforts importants pour que les personnes âgées dans ces résidences puissent y trouver des services de qualité, puissent y trouver un milieu de vie et puissent y trouver un milieu sécuritaire. On le fait dans le public, dans les établissements publics, on le fait maintenant dans les résidences privées. Et au-delà de ces normes et de ces exigences, nous voulons créer une synergie entre les différentes structures qui accueillent les personnes âgées de façon à être capable d'offrir à tous les aînés du Québec, qu'ils décident de rester dans une maison individuelle ou dans une résidence collective, des services de qualité et une sécurité à laquelle ils ont droit. Alors, avec cette offre de services et cet encadrement sécuritaire, je pense qu'on peut affirmer aujourd'hui que les aînés seront en bien meilleure posture et seront mieux intégrés à la société et intégrés à une société qui leur offrira non seulement du bien-être, mais également la sécurité qu'ils recherchent. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le ministre.